Donc, c'est Madame Claire Noy qui va commencer. Elle est maître de conférence Oui. en sciences de l'information et de la communication à l'université Paul Valéry, Montpellier 3. Et le titre, c'est Sciences citoyennes, réflexivité et co-construction scientifique. Ok. Allez, alors, donc, je vais vous parler d'un projet. Alors, attendez, ça n'avance pas. Donc, Islam, après, va vous reparler. Donc, je le fais en deux mots parce que moi, c'est pour recontextualiser un peu, parce que moi, je vais vous parler de habitat urbain en transition. Et donc, la troisième phase du projet, qui est un projet qui va commencer à partir de janvier 2024. Et avant ça, donc, on a eu un premier projet qui s'appelle Human Atom Project. Et en novembre, on a fait sur ces 4 années, donc je vais vous parler un petit peu du Human Atom Project, on a fait un colloque sur les bilans de ces 4 années de recherche sur le projet Human Atom Project. Donc, qu'est-ce que c'était HUT 1? Donc, HUT saison 1, c'était un projet qui a réuni pendant 4 ans 13 laboratoires universitaires, des laboratoires allant de la médecine à l'archi, à la linguistique, à la psychologie, au marketing, à l'infocom, enfin au droit, enfin énormément de laboratoires. Donc c'était quelque chose qui était très interdisciplinaire et très très riche, ainsi que 6 entreprises, dont Enedis, Ikea, etc. Et on a bénéficié d'un gros soutien financier de la métropole de Montpellier, de la région Occitanie et du FEDER. Et donc, notre idée, c'était sur des thématiques sur le bien-être et la santé globale, le développement durable, l'inclusion numérique, sociale et culturelle et la protection de données. Et nous avons eu la possibilité de mettre en place un appartement observatoire avec 70 capteurs. Donc, capteurs de mouvement, capteurs d'ambiance, capteurs d'interaction avec assistant vocal, etc. Donc, des capteurs qui étaient dans l'appartement. Toutes les données étaient protégées, c'est-à-dire que, par exemple, l'assistant vocal a été fait par les ingénieurs du projet pour ne pas qu'elle puisse migrer vers Google. Hein. Donc, tout était gardé en interne. Aucune donnée ne sont sorties à part pour les chercheurs du projet HUT. Et donc, à partir de ça, nous, avec Anne-Sophie Caz, on a par ailleurs fait des entretiens qualitatifs une fois par mois, avec donc 2 locataires, parce que j'ai oublié de vous dire ça. On a 2 étudiants qui ont été sélectionnés par année, sur chaque année. Donc 2 colocataires qui avaient le plaisir d'être logés et chauffés gratuitement. Et en échange, on les rencontrait une fois par mois et on parlait des différents capteurs et des différentes évolutions du projet. Voilà, donc ça c'était un petit peu le cadre de HUT 1, donc qui a duré pendant les 4 premières années, qui a été très riche en termes de données. Nous avons beaucoup de données et Islam vous parlera de quelques-unes de ces données après. Pour la deuxième phase, donc, qui commencera à janvier 2024, on est passé sur l'idée de habitat urbain en transition, c'est-à-dire de sortir de cet appartement qui n'existe plus. Et on a décidé de travailler sur un projet qui est beaucoup plus participatif, eu égard à l'appétence des étudiants qui étaient dans l'appartement, à la fois pour participer à la recherche, mais aussi à l'intérêt porté aux données recueillies. Et ça a été quelque chose pour nous qui a été très important, c'est-à-dire que c'est vrai que, et encore on l'a vu dans ce qui vient de se passer, en général on récupère des données des citoyens, des jeunes, des adultes, etc. Donc, on récupère des données et nous, en tant qu'experts, entre guillemets, on travaille avec ces données. Et là, en fait, on s'est aperçu que les étudiants disent, mais moi, nous, on veut ces données. C'est-à-dire, on veut savoir comment on consomme, on veut savoir combien de temps on marche dans l'appartement, on veut savoir comment mieux faire, etc., etc. Donc, il y a eu vraiment un besoin de feedback qui nous a amené à créer une lettre sorte de newsletter par mois qui reprenait les pas dans l'appartement, qui reprenait la consommation, etc., etc. Et donc, qui a permis une réflexivité aussi, eux, par rapport à leurs usages et l'art, finalement, d'habiter cet écosystème urbain. Donc, finalement, tout cela nous a permis de reconsidérer ce qui s'avérait prioritaire dans ces projets
et de travailler sur l'idée que finalement ces étudiants qui étaient citoyens du monde étaient les meilleurs experts pour voir quelles étaient les informations ou dispositifs pouvant leur apporter une valeur ajoutée au niveau de leur santé et de leur bien-être. Et donc l'idée, c'est de transformer la réalité, mais produire des connaissances concernant ces transformations. Donc on a quelque chose qui est beaucoup plus en lien avec les personnes et de se dire, ben, finalement, en travaillant avec eux, c'est pas seulement à penser à un niveau finalement un peu macro ou méso des changements et des pensées des dispositifs, mais c'est au niveau micro, avec ces personnes, de voir eux, elles, ce que ces données peuvent leur apporter dans l'évolution de ces changements. Donc c'est toujours ces axes pardon, de transition énergétique écologique, transition sociale, solidaire, culturelle et transition en santé et qualité de vie. On a décidé de travailler sur une communauté d'étudiants engagés dans un projet de sciences participatives. Donc, l'idée, c'est de passer de jeu, puisqu'on les voyait une fois par mois et ils nous disaient, ben oui, alors je fais ceci, je fais cela, etc., etc. Ou nous, à nous, c'est-à-dire qu'on aimerait créer une communauté, c'est-à-dire que ce ne soit pas juste une somme d'individus qui soient convoqués, entre guillemets, tous les mois pour participer à des réunions citoyennes, par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure, mais que ce soit vraiment des habitants, usagers, citoyens, c'est-à-dire que les habitants tentent à s'approprier à la fois l'espace urbain, mais aussi que ce soit des usagers qui se définissent par l'utilisation de services publics, et puis aussi des citoyens dès lors qu'ils s'impliquent dans la vie sociale et dans la gestion urbaine. Donc, notre projet, ça va, vous avez un peu compris, c'est difficile d'expliquer en quelques mots tout ce qui s'est passé depuis 4 ans. Donc, l'idée, donc, c'est d'habiter demain. Hein, tout à l'heure, on a eu habiter, et même dans votre présentation, vous parliez de habiter. D'habiter, nous, on est plutôt sur l'habiter demain. Voilà. Et de réfléchir sur comment habiter demain. Alors, c'est vrai, j'ai parfois un peu l'impression d'être, pas l'avocat du diable, mais un peu en écho avec ce que vous avez dit ce matin. Mais c'est vrai que l'idée aussi, c'est de savoir comment gérer ces objets connectés. Hein, et on a un collègue qui dit tout le temps aussi, c'est réfléchir au futur qu'on ne veut pas. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un déni, qu'on ne soit pas dans un déni des objets connectés, mais de voir comment finalement ces jeunes peuvent les utiliser et peuvent peut-être s'en servir pour une perspective beaucoup plus intéressante. Donc, l'idée, c'est de créer des groupes dans lesquels on proposerait des séminaires d'information et des séances de co-design, de mettre à disposition des applications sur la culture, la mobilité, etc. Des objets aussi, puisqu'on a un gros projet, on a une ANR qui est posé sur un pommeau de douche connecté, où en fait, au-delà de 3 minutes, voilà, il va s'allumer. Donc évidemment, après, ça rentre dans des protocoles complémentaires, de type, par exemple, en psychologie, de se demander si j'ai un pommeau qui s'allume au bout de 3 minutes. Au bout d'un moment, est-ce que je ne fais plus attention? Est-ce que finalement, je sais que c'est 3 minutes? Et enfin, voilà, toutes ces réflexions aussi qu'on peut mener sur le problème de l'assistanat, entre guillemets, des objets connectés. Et toujours aussi dans cette idée d'un projet sur le bien-être, puisque notre but, c'est quand même de travailler sur le bien-être et la santé globale des étudiants dans cet écosystème urbain. Alors, faire participer les acteurs et de créer des liens avec les connaissances et compétences des chercheurs et de leurs expériences, puisqu'il y a quelque chose qui est énormément ressorti aussi de ce projet, c'est que les étudiants avaient envie de comprendre ce qui se passait, avaient envie de comprendre comment on travaillait, avaient envie de comprendre à quoi servaient ces données. Et là, je pense que c'est intéressant de voir comment on a envie de travailler avec des petits séminaires dans ces regroupements, d'avoir toujours une information, c'est-à-dire d'enrichir les connaissances et compétences des étudiants grâce à des interventions de chercheurs. Et donc, de dépasser ce qu'on pourrait appeler une recherche-action, hein, en disant, bon, à chaque fois, je vais récupérer les données, et puis je vois ce que je fais avec ces données. Mais l'idée, ce soit vraiment qu'on arrive à ce qu'on appelle une recherche-transformation. C'est-à-dire que les étudiants ne soient pas juste, entre guillemets, des donneurs de données, mais qu'ils deviennent eux-mêmes, qu'ils réfléchissent et qui se construisent par la créativité, la réflexivité et la prise de sens par rapport à la connaissance de ces données. Quelque chose qui soit beaucoup plus important pour eux
dans ce qu'on pourrait appeler finalement une médiation scientifique. Je crois que médiation scientifique, c'est un mot qui m'a un peu manqué dans ce qui vient d'être fait avant et un peu avant, c'est-à-dire cette notion de se dire que les données, nos données de chercheurs, si on les rend accessibles d'une manière beaucoup plus compréhensible, elles peuvent être une prise de sens et elles peuvent aussi être une forme de réflexivité et de favoriser des changements de comportement pour les citoyens avec lesquels on travaille. Donc, ce nouveau projet, il va être un petit peu au carrefour entre les sciences participatives et les sciences citoyennes, puisqu'il est amené à être construit, animé par des chercheurs, mais ensuite nourri et adapté par les usages, attentes et besoins des citoyens. Et donc, de là, on se remet au centre de la réflexion l'engagement du public, puisque sur UT 1, on avait quand même un appartement gratuit, un bel appartement, etc. Mais là, on va se dire comment des étudiants vont venir tous les mois participer à cela, comment on va mettre ça en place. Donc là, on est sur ces réflexions-là, on cherche des financements pour les aider. On a fait aussi passer un questionnaire aux étudiants donc de Montpellier. On a à ce jour 117 répondants. Je ne vais pas tout vous donner parce que ce n'est pas le but de cette communication. Ce qui nous intéresse, ça a été plutôt ça. Quel type de données seriez-vous prêts à partager avec les chercheurs? On s'aperçoit qu'ils sont très intéressés par la mobilité des transports, qui est un gros problème à Montpellier et qui va changer un petit peu de niveau, puisque à partir de décembre, tous les transports en commun seront gratuits pour tout le monde. Et le deuxième point, c'est la qualité du sommeil qui revient beaucoup pour les étudiants. Donc ça, c'est assez révélateur de toute cette recherche incarnée, puisque voilà, peut-être qu'on n'aurait pas du tout les mêmes attentes ou besoins pour un autre public. Voilà, bon, après, activités sportives, temps d'écran, activités culturelles, habitudes d'achat aussi, on est beaucoup sur l'alimentaire, le traitement des déchets. Voilà, vous voyez qu'on revient en fait sur les grandes thématiques classiques du développement durable et de la santé globale. Donc concrètement, on va organiser des focus group avec des panels de 6 à 8 personnes, donc 6 à 8 étudiants issus de différentes cohortes. Ça a été une réflexion aussi de se demander, est-ce qu'on prend des doctorants, est-ce qu'on prend des étudiants, etc. Donc on s'est demandé comment on pouvait avoir quelque chose de représentatif étant donné le nombre d'étudiants à Montpellier. Hein, c'était un petit peu compliqué d'avoir quelque chose qui pouvait être révélateur. Donc, on va travailler avec les étudiants de l'IUT, puisqu'on a un projet, parce que les bâtiments sont connectés, donc on a la consommation d'eau, etc., sur cette IUT, donc on va travailler avec eux. On va travailler avec le Crous, parce qu'il va y avoir les pommeaux de douche. Et puis, c'est intéressant aussi d'avoir une idée voilà, sur des étudiants par rapport à cet habitat. Club des chercheurs verts qui sont des doctorants. Donc, on va avoir aussi 8 chercheurs verts qui sont donc engagés d'une part par rapport au développement durable, mais aussi par rapport à la recherche. Donc, c'est intéressant de les avoir. Et puis, un groupe d'étudiants en archi, en droit, etc. Voilà, donc l'idée, c'est d'arriver à une cinquantaine d'étudiants de janvier à juin 2024 pour commencer, faire un premier essai de communauté avec un contrat en engagement de présence et de participation d'activités. Et puis, des séances de travail hein, donc sur le changement climatique, la gestion de la ressource, la gratuité de transport public, etc. Et l'idée aussi, qui a été une demande par rapport à UT 1, c'est de proposer des conseils, hein, que ce soit par rapport au sommeil, par rapport à l'alimentation. Alors, ça reste quelque chose qu'on ne veut pas être dans le il faut faire ci, il faut faire ça, il faut se coucher tôt, mais c'est de voir comment les objets connectés, hein, toujours en ce lien-là, peuvent apporter peut-être ou pas, hein, c'est-à-dire peut-être une déconnexion aussi dans le cas du sommeil, on verra tout ça, mais toujours dans une idée d'éco-responsabilité, comment on peut arriver à mieux coacher, à mieux se nourrir, tout en étant dans des comportements éco-responsables. Au niveau de cette réflexion, il y a 2 axes qui reviennent dans notre projet-là. C'est d'abord l'axe qualitatif et la notion de médiation scientifique, qui est notre spécialité, notre dada avec Anne-Sophie Caz, qui est la responsable du projet. Et puis un axe motivationnel et une limite éthique dont je vais vous parler. Donc, au niveau de l'axe qualitatif, donc des séminaires d'information, des séances de co-design, etc. Ça, je vous l'ai dit. Mais ce qu'il faut voir, c'est que
Comme notre expérience de chercheuse en qualitative dans Udon nous a amené à constater que les feedbacks sur les données collectées par les capteurs ainsi que les ateliers participatifs permettaient aux acteurs de réfléchir à leurs usages et à les faire évoluer, on va vraiment rentrer dans un véritable processus de médiation scientifique et on va faire émerger des dispositifs de recueil de données qui permettent au public d'entrer dans une réflexivité propice à l'évolution de leur comportement. Donc ça a déjà été vu, hein, même à une échelle beaucoup plus courte, hein, sur ceux qui étaient dans l'appartement. Et d'ailleurs, j'ai appris hier qu'un des étudiants, donc des 8 appartements, est devenu médiateur scientifique. Donc ce qui est assez, on l'a vu sur LinkedIn aussi, bon, c'est assez parlant. On est content de ça. Alors, pour dire aussi que ce type, on travaille beaucoup en qualitatif, avec les récits de vie, avec des carnets, etc., c'est pas anodin. C'est-à-dire que des acteurs qui vont s'engager dans cette démarche peuvent être déstabilisés. On va avoir beaucoup de questions qui vont être mises en place, autant sur la captation de données que sur les récits ou encore sur les ateliers participatifs. Et ça peut bouleverser les croyances, pensées, routines des acteurs. Donc c'est pour ça qu'au départ, on avait mis ça dans HUT 1, c'est-à-dire de savoir comment vivre dans cet appartement hyper connecté pour voir si les personnes se sentaient bien. Mais c'est vrai que là aussi, ça peut faire réfléchir, voir comment on peut évoluer, etc. Ça risque de faire évoluer les personnes et puis la rencontre avec d'autres publics, chercheurs, doctorants ou juste autres étudiants. Et la deuxième problématique dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la motivation. Comment on va motiver ces participants. Alors, c'est vrai que quand on le voit, c'est souvent ou la dimension ludique, côté serious game, comme on l'a vu tout à l'heure, ou alors l'idée à participer à un effort dans le style je suis déjà engagée, voilà, je suis citoyenne et je veux participer. Ou alors on est dans ce qu'on appelle des gratifications symboliques ou matérielles qui éthiquement nous embêtent plus, mais qui finalement paraissent peut-être une solution la plus facile. Donc déjà, on est engagé sur des bons d'achat, par exemple, dans des magasins éthiques pour ne pas donner de l'argent directement. C'est-à-dire voir si on leur propose des partenariats avec des plateformes, avec des paniers solidaires, avec des magasins éthiques, etc. Est-ce que ça change leur comportement d'achat ou pas, hein? C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune obligation. De la même manière, on va travailler, je pense, avec une sorte de sommes par mois qui pourront ou pas, de la même manière, dépenser dans ce type d'achat, sachant qu'on est sur un public d'étudiants, donc quand on discute avec eux, c'est vrai que d'abord, ils veulent manger, hein, pouvoir se nourrir correctement, etc. Donc, c'est vrai qu'un apport pourrait être envisagé. Et la deuxième chose, c'est la rétribution symbolique. Ça aussi, c'est des choses qu'ils ont demandé hein, dans les consultations qu'on a pu avoir, ou que ce soit en supplément de diplôme, avec des badges, des stages, création d'un carnet d'adresses, etc. Donc là, on a le statut à Montpellier d'étudiants engagés. Donc, on va voir si on passe par là, ce qui va être, je pense, le cas, ou alors si on va créer autre chose. Là, on est encore en attente de voir comment vont se passer ces 6 premiers mois. La deuxième chose, c'est au niveau de l'éthique, c'est sûr que c'est un peu paradoxal à la fois de se dire on va penser le futur, on va essayer de voir comment on est dans une co-responsabilité, mais avec la proposition hein, on est dans l'incitation, mais en tout cas, on va faire de la proposition d'objets, de données connectées, etc. Donc, voir comment ces pratiques font émerger peut-être la récursivité, mais aussi vont faire évoluer les comportements. Et voilà, je pense qu'on est. Et donc, pour conclure, l'idée, c'est que franchement, la réussite de cette recherche qualitative en co-design sera de voir comment ces derniers peuvent se nourrir de recherches scientifiques, autant que les chercheurs pourront saisir de ces usages, observer et de leurs évolutions. Donc, la narration individuelle et collective de l'art d'habiter, l'écosystème urbain et l'intégration dans une communauté épistémique amène, d'après nous, une nouvelle dimension qui relève en amont des sciences citoyennes et que les chercheurs peuvent guider, affiner et accompagner. Voilà, je finirai avec une petite citation sur... je vous laisse lire. Merci.
Donc, c'est effectivement une approche très novatrice, à mon avis. Et vous avez eu le mérite justement de présenter un projet à la fois concernant les sciences participatives et les sciences citoyennes. C'est ça. Ah, oui, voilà. Et bon, j'ai juste une petite question avant de donner la parole à la salle. Et je voulais savoir, alors, vous avez parlé du passage de la recherche-action à la recherche-transformation. Et vous avez donné par la suite un exemple d'un étudiant qui est devenu un médiateur scientifique. Alors, je voudrais bien savoir comment est-ce que cette transformation a eu lieu, c'est-à-dire, mais en fait, qu'est-ce que vous voulez dire par médiateur? C'est justement par rapport à cette réflexivité, en fait. C'est-à-dire que le fait de faire un feedback sur les données, en tant que chercheur, on récupère beaucoup de données, et encore tout à l'heure, la citoyenne élue l'a dit, c'est-à-dire qu'on ne restitue pas les données. Entre guillemets, on prend des citoyens, on prend des étudiants, on prend des personnes âgées, on prend des handicapés, enfin, on prend plein de publics. Mais c'est vrai qu'on est dans du terreau pour faire nos recherches. Et je pense qu'il y a un retour par la médiation scientifique, un feedback pour que ces étudiants, ou en tout cas les acteurs avec lesquels on travaille, puissent comprendre notre travail et en quoi ces données peuvent aussi les faire évoluer à un niveau beaucoup plus micro, à un niveau beaucoup plus personnel, individuel. Mais pour rebondir, j'ai envie de compléter. Dans le cadre de HUT aussi, on avait un sous-projet qui s'appelait HUT Théâtre. Et pour le coup, là, on faisait de la médiation culturelle. C'est-à-dire qu'en fait, on essayait en fait, on a collaboré avec des artistes, des comédiennes. Et en fait, on a restitué en fait, ce qui s'est passé au sein d'eux, notamment ce que les co-auteurs, ce que les étudiants, ils avaient comme ça dans ce projet, les co-auteurs, ce qu'ils ont vécu dans le parcours. Et pour le coup, ils étaient présents l'an dernier pour cette représentation théâtrale, et ils sont venus nous voir en nous disant c'est vraiment ce qu'on a vécu. En fait, c'était des petites scénettes. Voilà. On a refait des petites scénettes que nous, on a vécues parce qu'on voyait. Les étudiants, personne ne connaissait les étudiants. Hein. Aucun des chercheurs. On était seulement Anne-Sophie, Caz, moi-même, et puis bon, Islem ou 2-3 personnes qui ont besoin de faire les calines. Mais après, personne ne connaissait les étudiants. C'est-à-dire que quand ils sont venus au colloque, personne ne savait que c'était eux qui. Voilà. Et donc, on a fait des scénettes et on a coupé les scénettes de paroles de chercheurs qui expliquaient comment ils avaient travaillé sur ces scénettes-là. Donc, on était plus sur la médiation scientifique, peut-être. Voilà, on était entre la médiation culturelle et la médiation scientifique. C'était une autre forme de travail, effectivement. Alors, est-ce que vous avez des questions, des remarques? Moi, ça m'a rappelé, mais je cherche dans ma tête, je me souviens plus le nom de cette méthode de recherche qui consiste à filmer les gens et puis ensuite à les mettre face à cette filmation. Et donc, faire un retour réflexif. Mais ça, non, je n'arrive plus à me souvenir. Mais quelque part, c'est vrai que ça a été un peu ça. C'est-à-dire qu'on a pris carrément des verbatims qui s'étaient passés dans l'appartement, etc. Et on les a transformés. Vous avez récupéré des comportements. Et puis ensuite, vous les avez mis face à ça. Donc, je me dis, ça doit être encore plus complet. Alors, on les a mis face à ça, mais dans une vision un petit peu caricaturée quand même, un petit peu excessive. Hein, voilà. L'idée, c'était de pousser un peu le... Ah, d'accord. Ah, ok. Parce que c'est cette restitution théâtrale qui était la mise en confrontation avec les étudiants. Ce qu'il avait vécu, il n'y avait pas vraiment une mise en confrontation, c'était juste pour proposer un regard artistique tout en exploitant en fait les données qu'on avait recueillies au grand public et notamment les producteurs qui étaient là. D'accord. C'était vraiment ouvert à tous parce que ce n'est pas la seule représentation théâtrale qu'on a fait. On l'a fait plusieurs fois dans les médiathèques, on a fait. Voilà. Et ça c'était. Mais avant, il n'y avait pas eu d'autres confrontations entre... Non. Ah, d'accord. Non, en fait, les étudiants, ils n'avaient que les données. Par exemple, nous, on les voyait, on disait, voilà, le mois dernier, vous avez consommé tant de données, etc. On leur faisait... Déjà, on leur mettait en scène ça. Et on voyait si ça avait des évolutions sur le mois d'après, etc. Mais pas plus. Et cette représentation théâtrale, elle visait quoi au juste?
Elle visait à C'est expliquer. ça la médiation scientifique que vous faites Oui, aussi. Ouais. Elle visait à expliquer notre projet, mais aussi à faire réfléchir, en fait. À recueillir, en fait, notre objectif. Mais on n'a pas eu vraiment le financement pour le faire. Mais l'objectif, in fine, c'était de recueillir, en fait, les représentations du public vis-à-vis du bien-être dans un logement connecté, pour alimenter, en fait, nos réflexions sur cet aspect-là. C'est vrai que c'est compliqué, on a fait tellement de choses. C'est compliqué. Ouais. En fait, on avait un téléphone, il y avait des questions, donc les publics répondaient aux questions, et en même temps, il y avait des scénettes qui étaient sur cette thématique, et entrecoupées aussi de chercheurs qui témoignaient du travail qu'ils faisaient. C'est vrai que c'est compliqué, mais je me demandais si peut-être pour l'utilité de l'exposé, pour qu'on puisse comprendre davantage, est-ce que ça n'aurait pas été possible de nous faire passer quelques petites vidéos pour concrétiser ça? Parce que c'est vrai qu'on a du mal à imaginer ce que vous avez fait. En termes de représentation théâtrale? Oui, par exemple. Enfin, le projet de théâtral, c'était vraiment pour le grand public. Hein. C'était pas pour les étudiants. Hein. Ça a été grand public. Ça a été mis dans des médiathèques, dans des théâtres. Ça a été pour tout le monde est venu, même les enfants. Moi, mes enfants, par exemple, sont venus. C'est des acteurs, n'est-ce pas? Ah oui, c'est acteurs. C'était un autre projet. Oui, aussi. Et est-ce que c'est ça qu'on appelle les sciences citoyennes? Parce que alors, sciences citoyennes, en fait, ça veut juste dire que c'est des gens qui s'engagent. Voilà, c'est des citoyens qui s'engagent pour la science. C'est dans la thématique de la citoyenneté. Mais Et j'ai une autre question. Je ne voyais pas bien la différence entre sciences citoyennes et sciences participatives. Est-ce que elle est où exactement la différence? Ah non, il n'y en a pas. Non, je sais pas. En fait, les sciences participatives, c'est quand tu vas participer, donc tu n'es pas obligé de participer pour le côté citoyenneté. Tu peux participer, par exemple, pour, je sais rien moi, pour améliorer je sais pas quoi dire, améliorer la vie dans l'université, par exemple. Donc là, on n'est pas dans la citoyenneté, on n'est pas dans l'écosystème urbain. Auquel cas, tu participes à des dispositifs participatifs, mais pas sur la thématique de la citoyenneté. Voilà. Et je voulais savoir, alors, pour les données que vous avez collectées, par exemple, mis à part la médiation scientifique, évidemment, c'est des données qui ont impliqué des étudiants sous forme d'engagement citoyen, si on peut dire. Mais ces données-là, est-ce que vous les traitez? Alors, il y a des données qui sont très difficiles à traiter, par exemple les capteurs de sol, puisqu'il y a des milliards de pas. Donc, il faut récupérer les pattes. Donc, ça, c'est tout ce qui est les médecins et le laboratoire Remou, c'est ça, qui s'occupe, en fait, par exemple, pour personnes âgées ensuite, qui essaient de travailler sur des capteurs pour savoir si les personnes tombent ou des choses comme ça. Donc, sur le travail de comment bien travailler sur un sol connecté, mais aussi sur l'activité. C'est-à-dire que ça a servi pour les architectes, sachant, suivant la mobilité sur laquelle on passe entre les salles, enfin, entre la chambre et le bureau, savoir si on dérange des meubles, comment, enfin, voilà, tous ces... Bon, c'est vrai ça... que c'est pas très clair. C'est quoi un sol connecté, au fait? En fait, c'est chaque pas qui sont enregistrés. En fait, c'est des capteurs, c'est un faux plancher où il y a des capteurs au sol. Qui captent, en fait, voilà, je crois que la dimension, c'est 1 mètre. C'était des petits triangles très sophistiqués. Je ne saurais pas vraiment te dire comment ça fonctionne. Mais du coup, ça détectait en fait les pas dans l'appartement. Voilà. C'est la mobilité de la personne. Exactement. Et dans tous les domaines. Enfin, elle pourrait être exploitable dans tous les domaines. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Il serait en architecture. Mais oui, c'est pour ça que c'était interdisciplinaire. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça que c'était complètement interdisciplinaire. C'était super intéressant par rapport à ça. Et c'était super intéressant aussi, je vais finir avec ça parce que j'ai beaucoup de monde après, mais c'était intéressant de voir l'interrelation entre données qualitatives et données quantitatives. Parce que moi, je suis une pro-qualitative, mais c'est vrai que voilà, des capteurs, il y en a besoin aussi pour comprendre, etc. Et là, les capteurs nous ont servi, on travaillait avec les capteurs pour après leur dire comment utiliser cette pièce, etc. Ou la consommation, par exemple, les capteurs nous permettaient
après de travailler sur le qualitatif. Donc, on a été vraiment dans un feedback. Et puis, de notre côté, par exemple, il y avait un jour où il y avait une masse, il y a eu des données où il y avait une masse que les capteurs, on ne comprenait pas pourquoi. Donc, c'est nous, en qualitatif, qui sommes allés voir. Effectivement, elle avait rajouté un meuble ou une valise. Et donc, il y avait les capteurs qui voyaient toujours ça. Enfin, voilà, donc, ça faisait vraiment une interrelation entre le quali et le quanti qui était très, très riche. Ouais. Voilà, alors s'il n'y a pas de... Oh oui, allez-y. Juste, simplement savoir comment on fait dans ce cas-là pour gérer, je dirais, le biais d'observation. Parce que les étudiants savent qu'ils vont participer à quelque chose, on sait les penser, il y a... Ouais, alors, ça a été très différent. Il y a par exemple des étudiants qui ne voulaient rien savoir de ce qui se passait. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui oubliaient qu'ils étaient dans un appartement connecté, en fait. Parce que, par exemple, le truc, c'est qu'ils avaient le droit, comme un appartement, de faire venir du monde, ils ont le droit de vivre. Et par contre, les gens qui viennent, il fallait qu'ils signent comme quoi leurs données étaient aussi enregistrées. Et plusieurs fois, ils nous ont dit dans le retour, on est désolé, mais on a oublié de faire signer parce qu'on a oublié qu'on était dans l'appartement connecté. Donc finalement, le biais n'était pas tant que ça. Après, par exemple, c'est vrai qu'ils y pensaient un peu parce que, par exemple, quand ils travaillaient sur leur mémoire, par exemple, ils étaient assis par terre. Et ils se disent, bah, quand même, je dois me dire, les chercheurs, ils doivent se dire que c'est tout le temps à aller par terre, à rien faire. Voilà. Donc, ça leur venait à l'idée, mais je n'ai pas eu l'impression qu'ils faisaient évoluer leur comportement par rapport à ça. Justement parce que ils oubliaient plus que c'était plutôt dans ce côté, bon, bah, qu'est-ce qui se passe avec les données, mais ça ne m'a pas l'air un biais si important, en fait. Voilà, après, ça reste mon interprétation par rapport à l'expérience que j'ai vécue.